Vous pouvez toujours acheter une voiture faite au Canada. Ben oui, c'est encore possible. On a fait un épisode récemment là, sur l'importation de véhicules chinois là, qui seraient à nouveau autorisés au Canada, ou du moins qui ne seraient pas sujets à des tarifs de 100%. Il y a des petites clarifications que je vais amener là-dessus. Mais après ça, je vais quand même revenir sur l'industrie canadienne là, de l'automobile, puis les modèles de véhicules que vous achetez aujourd'hui qui sont faits au Canada parce que c'est important, surtout dans le contexte politique actuel, là, je pense, d'au moins le mettre de l'avant, ces fiertés canadiennes-là, et de vous permettre de vous guider dans vos choix si c'est ce que vous voulez privilégier. Donc, je veux juste revenir là, sur un élément, je pense, qui était mal compris. Je crois l'avoir bien expliqué, mais écoutez, si ça a été mal compris, il faut que je revienne là-dessus. C'est ma responsabilité de bien l'expliquer. Dans l'entente là, entre le Canada et la Chine, en fait, là, il y a cette notion-là là, que 50% des véhicules importés à partir de 2030 seraient des véhicules à moins de 35 000 $. Et donc là, il faut vraiment clarifier, il est attendu qu'en 2030, ce soit 50% de véhicules plutôt abordables, 35 000 $. Ça semble, là, parce que, bon, comment c'est phrasé, là, évidemment, là, ça ne dit pas tout, mais il semble que 35 000 $ ce soit le prix au débarquement, donc ce soit le prix d'importation du véhicule, mais pas nécessairement le prix de vente, certainement pas le prix avant l'application d'une taxe d'importation ou d'un tarif de 6,1% qui demeure. Mais surtout, c'est à partir de 2030. Il n'y a aucun guidelines, là, aucune limite ou règle qui a été précisée, du moins pas dans l'annonce du gouvernement canadien, quant au quota de véhicules de moins de 35 000 $ qui serait applicable à l'entrée en vigueur de l'entente. Donc, disons en 2026, on ne le sait pas. Et donc, c'est entre autres pour ça et sur cette base-là que je suppose que ce sont principalement les véhicules de Geely, Polestar, Volvo et de Tesla qui, au début, seront ceux qu'on va voir arriver parce qu'ils sont déjà homologués pour le marché canadien ou des variantes de ces véhicules-là ont déjà été homologués pour le marché canadien. Fait que, petite clarification, oui, des voitures à moins de 35 000 $, mais ça va être là un ramp-up graduel jusqu'à 2030 où là, on viserait que ce soit 50%. Mais le sujet principal de notre épisode d'aujourd'hui, c'est l'industrie canadienne de l'automobile. En 2025, on a fait un podcast où on expliquait c'est quoi les 10 modèles de véhicules canadiens que vous pouvez acheter. Puis d'ailleurs, il a fait comme 70 000 vues, là, c'est vraiment, ou 80 000 vues. Là. Bref, c'est un podcast là, qui a vraiment, vraiment connu énormément de succès. Donc, on va revenir sur le sujet. Il y a des changements, il y a des portions de notre industrie qui sont fragilisées, des portions qui vont encore très, très bien. Donc là, je me suis fait une petite liste. Je me suis laissé aider de l'intelligence artificielle, mais il y avait tellement d'erreurs que j'ai enregistré ce podcast-là et j'ai dû le réenregistrer suite à des corrections de la part d'Alexandre. Donc, on va aller regarder ça. Là. Premièrement, je ne vais pas parler de Toyota, je vais y arriver plus tard parce que tout le monde va me traiter de vendu de Toyota. Honda. Donc, Honda fabrique au Canada à son usine de Alliston ou ses usines d'Alliston le CR-V et la Civic. Donc ça, là, c'est un peu le pain et le beurre de Honda, bien, surtout là, le CR-V. Certainement le véhicule qu'ils vendent le plus au Canada. Donc, des CR-V, des Civic. Je n'ai pas été dans le détail de savoir quelles variantes exactement sont produites au Canada puis quelles variantes ne seraient pas produites au Canada, le cas échéant. Toujours des petites subtilités, mais bref, c'est quand même là, des grands succès canadiens. On en parle un peu moins, puis dans nos relations avec les manufacturiers, Alexandre et moi, on a la chance de voir là, des véhicules de presse de Honda, mais on n'a pas nécessairement eu des visites d'usine, ce genre de choses-là. Donc, c'est quand même important de mentionner que la Civic et le CR-V sont fabriqués au Canada. Et donc, si vous en achetez un, vous allez voir là, le code, le numéro de série ou le VIN, là, le NIV, le numéro d'identification du véhicule. Entrez ça sur Internet et vous devrez être capable de trouver si le véhicule que vous désirez acheter est bel et bien fabriqué au Canada. Je suis pas sûr que la plupart là, sont faits ici, sauf exception. Donc, quand même, chapeau Honda, c'est des centaines de milliers de véhicules là, qui sont produits entre ces deux modèles-là. Bien sûr, la Civic là, ne connaît pas le succès qu'elle connaissait à l'époque. Il y a une vingtaine d'années, hein, où c'était la voiture la plus vendue au Canada. Puis après ça, on enlevait la catégorie des camionnettes, puis après ça, les VUS, puis bref, et tout ça. On a un peu étiré la sauce, mais bref, la Civic, le CR-V, des véhicules qui sont embourgeoisés, je trouve qu'ils sont un peu chers. Ensuite, on va passer à Toyota.
TMMC, Toyota Motors Manufacturing Canada, c'est le plus grand manufacturier automobile au Canada. Ils ont 2 usines à Cambridge et Woodstock et ils produisent, je pense qu'ils ont produit en 2025 535 000 véhicules. Je crois que c'est plus que tous les autres manufacturiers canadiens combinés, ou du moins c'est ce qu'ils prétendent. 535 000 chars, c'est vraiment beaucoup de véhicules. Puis si vous aventurez à dire, bon, ben, ces véhicules-là valent, mettons, en moyenne 50 000 puis vous faites le calcul, vous allez réaliser là, que ce sont plusieurs dizaines de milliards de dollars de véhicules qui sont produits par TMMC à chaque année, répartis entre 4 modèles. Donc, je crois que c'est 4 modèles. Il va falloir que je calcule si je suis capable de compter sur mes doigts. Nous avons le Lexus RX. Donc oui, le Lexus RX, c'est un véhicule qui est principalement destiné à l'exportation vers le marché américain, là, où il connaît un très grand succès depuis aussi quelques décennies. C'est un super véhicule. J'ai essayé là, le 500H. Je pense qu'on a essayé le 450H plus aussi, que j'ai bien apprécié. Cependant, il faut faire attention chez Toyota et Lexus. Les modèles PHEV ne sont pas fabriqués au Canada. Ça, c'est vrai pour tous les modèles que je vais mentionner. Donc, oui, il y a des RX faites au Canada, toutes les variantes, sauf le PHEV. Il y a des 350, 350H, 500H+, mais il n'y a pas de 450H+, qui sont fabriqués au Canada. Puis d'ailleurs, quand on a visité l'usine, je trouvais ça intéressant de voir les différents groupes motopropulseurs, des véhicules avec les différents groupes motopropulseurs qui passent sur la ligne, des hybrides, des pas hybrides et tout, et tout, et tout, et tout. 2.4 litres, 2.5 litres aspiration naturelle, 2.4 litres turbo avec le système hybride. Je trouvais ça quand même fascinant. On produit aussi des Lexus NX ainsi que des RAV4. Ben oui, le Lexus NX qui est le penchant là, Lexus du Toyota RAV4. Donc ça aussi, il faut faire attention. Les versions PHEV ne sont pas fabriquées au Canada, mais les versions hybrides régulières ainsi que les versions thermiques, elles, sont bel et bien fabriquées au Canada. Et le RAV4. Il faut faire attention parce que là, le RAV4 2026 entre en marché, je vais y revenir, mais le Lexus NX qui est fabriqué sur la même ligne de production que des RAV4, mais il y a 2 usines, 2 lignes qui produisent des RAV4. Il y en a une qui produit des RAV4 et des NX et l'autre produit seulement des RAV4. Bref, on produit des NX de la génération qui est basée sur le RAV4 de 2019 à 2025 et on produit des Toyota RAV4 hybrides 2026 sur les mêmes lignes de production. Et là, de ce que je comprenais, je pense qu'il y a eu une publication récemment qu'on a reçue dans notre courriel aujourd'hui ou hier. La production là, est pleinement lancée de RAV4 2026, qui va être un véhicule 100% hybride, donc 2 lignes de production qui vont produire des centaines de milliers de RAV4 au Canada. C'est le plus grand produit d'exportation, de produit de consommation courante ou de consommation grand public d'exportation canadienne, parce que si on va dans les avions, là, oui, on peut essayer de trouver des modèles où le volume là, en dollars va être supérieur, mais pour ce qui est de produits que vous et moi nous pouvons acheter, le RAV4, c'est le plus grand produit d'exportation canadienne, principalement destiné aux États-Unis. Je crois qu'il y a 4 usines qui fabriquent des RAV4 dans le monde, une au Japon, une aux États-Unis, 2 au Canada, et pour 2026, c'est hybride across the board, tous les modèles sont hybrides, 3500 livres de capacité de remorquage. D'ailleurs, là, quand on avait été à un événement de Toyota récemment, j'avais noté que maintenant, il y a une attache-remorque d'usine, en fait, qui est installée à l'usine et non pas au concessionnaire. Puis c'était une attache-remorque 1 pouce écart. Je trouvais ça complètement ridicule. Toyota m'a confirmé que ça serait une attache-remorque 2 pouces. Et oui, donc là, ça va favoriser la capacité de remorquage aussi, qui est augmentée à 3500 livres. Alexandre a eu la chance d'essayer ce véhicule-là lors de son lancement canadien. Puis la consommation d'essence là, est absolument exceptionnelle. Il a réussi à faire moins de 5 litres au 100 sur l'autoroute. Donc pour un véhicule qui n'est pas PHEV, qui est vraiment juste basé sur une mécanique thermique extrêmement efficace, allié à un système hybride Toyota qui aussi maximise l'efficacité, maximise aussi la fiabilité parce que ça permet de créer là, des moteurs qui sont sans courroie là, de distribution. Plutôt sans, ouais, c'est ça, exactement, sans courroie de distribution, pas d'accessoires alimentés par courroie. Fait que ça, c'est quand même vraiment intéressant. Bref, le RAV4, je pense que ça va être un grand succès. D'ailleurs, Toyota mise sur la version LE. J'ai été regarder aujourd'hui dans le configurateur de Toyota. On peut en acheter, on peut en louer un, à peu près 600$ par mois, 48 mois, taxes incluses à l'achat
60 mois, taxes incluses, zéro comptant, fini aux environs dans les hauts 800 890 qui ont l'air d'être assez agressifs au niveau là, de la location. Je ne sais pas s'il va y avoir des listes d'attente, s'il y a beaucoup de gens qui attendent sur ces véhicules-là. Peut-être qu'il y a aussi des deals à faire sur dès 2025 parce que là, il n'y aura pas d'inventaire de 2026 actuellement. Là, la production à pleine capacité ne fait que débuter cette semaine. Bien sûr, il y a aussi une dimension d'emploi dans tout ce qu'on dit aujourd'hui. Toyota Motors Manufacturing Canada se vante d'ailleurs de n'avoir jamais fait de mise à pied d'employés à temps plein. Donc, même pendant la pandémie, par exemple, les employés de production étaient à la maison, ils étaient payés. Donc, vraiment, ils ont une orientation à long terme et ils veulent continuer de fabriquer des véhicules au Canada. Puis, ce n'est pas les tarifs d'importation américains qui les secouent tant que ça, ou du moins, pas pour l'instant. On y va à pleine vapeur et c'est démontré par le fait que leur année 2025, c'est l'année où ils ont produit le plus de véhicules. Alors que dans d'autres modèles, chez d'autres constructeurs, là, on va voir que ça va peut-être un peu moins bien. Est-ce qu'on va vers GM ou Stellantis? Je pense qu'on va parler de GM, puis on va parler de Stellantis ensuite. J'ai aussi là, une petite wildcard à la fin de l'épisode, quelque chose, je pense, d'assez intéressant pour les amateurs de voitures sport. Donc, chez Stellantis, deux usines, une à Brampton et l'autre, si je regarde mes notes, qui est à Windsor. Donc, Windsor produit la Pacifica ainsi que la Charger Daytona. Donc, deux véhicules électrifiés, un PHEV puis un véhicule 100% électrique. Dans le cas de la Charger Daytona, il va y avoir aussi là, des versions thermiques ainsi qu'une version 4 portes qui vont s'ajouter. Je crois que la version 4 portes est aussi destinée là, à redevenir, réintroduire là, chez Stellantis un véhicule destiné à l'usage policier ou véhicule de poursuite. Ce genre de choses-là. Pas des véhicules qui connaissent un succès absolument incroyable. Oui, la Pacifica puis les variantes là, Dodge, là, ils ont quand même un certain marché. Pas un véhicule que j'apprécie tant que ça. Il y a des gens qui l'adorent, mais la consommation d'essence, une fois que la batterie est épuisée, est absolument horrible, particulièrement l'hiver. Mais c'est quand même un véhicule qui a sa place. Il reste peu de minivans dans le marché. Et donc, il y a des gens qui achètent des Chrysler Pacifica. Charger Daytona, le EV, bon, c'est véhicule, je pense qu'il est dans un marché où il y a relativement peu de demandes, qui va difficilement venir remplacer la Dodge Challenger qu'elle remplace, qui était dans sa variante thermique, qui était d'ailleurs elle aussi fabriquée en Ontario. Donc ça, c'est fini, mais c'est quand même drôle de dire que les muscle cars américains, même les versions là, de 1000 chevaux et plus, étaient fabriquées au Canada. Donc les muscle cars américains les plus puissants de tous les temps étaient en fait canadiens. Et d'ailleurs, ils étaient fabriqués à Brampton et c'est là qu'on s'en va. Donc, il y a une usine à Brampton qui employait 4000 quelques employés de Stellantis qui est présentement à l'arrêt. De ce que je comprends, il y avait un plan là, de venir fabriquer des Jeep Compass là, à partir de la fin de 2024. Stellantis a réorienté sa stratégie, c'est tombé à l'eau. Il y avait des plans d'investissement pour fabriquer peut-être des véhicules électriques là, avec du financement ou des subventions ou des congés là, d'impôts de la part du gouvernement ontarien. Et Stellantis a mis ça aux poubelles. C'est quand même triste là, parce qu'évidemment, on veut qu'on fabrique des véhicules au Canada, quoique la stratégie des fois de Stellantis, surtout sur l'électrification, c'est pas toujours top. Mais on ne se réjouit pas là, de leur manque de succès à ce niveau-là parce que ça impacte l'industrie canadienne. Mais je crois là, que le gouvernement ontarien poursuit Stellantis parce qu'essentiellement, il estime, je crois, là, qu'ils n'ont pas répondu à leur bout là, de l'entente parce qu'il y a eu un peu une guéguerre entre le Québec et l'Ontario pour essayer d'aller chercher des manufacturiers de batteries, de composantes utilisées dans l'électrification des véhicules et éventuellement pour la fabrication de véhicules électriques. Et puis là, c'est tombé à l'eau, ou du moins c'est mis sur la glace du côté de Stellantis. Et il y a des gens là, qui n'ont pas la chance de travailler dans ce contexte-là. Donc c'est assez triste. Fait que l'usine de Brampton, qui fabriquait des véhicules jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, elle est à l'arrêt. Je vais refaire un segue, je vais revenir en arrière. Honda, eux, ils ont des plans là, pour fabriquer des véhicules électriques au Canada, quoi qu'ils ont aussi annoncé des investissements par la suite, là, dans la dernière année aux États-Unis. Il va falloir voir si ça va être affecté. Mais dans leur communication publique, ils disent qu'ils ont toujours l'intention de le faire. GM. Donc, GM avait deux usines. Il y en avait une qui produisait le Bright Drop, je vais revenir dans un instant,
et une qui produit des Silverado au Canada. Dans le cas du van BrightDrop, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une décision de portfolio chez GM de tirer ce produit-là au vidange essentiellement. Donc, si on fait une simulation, voici un van BrightDrop, voici une poubelle, voici ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont décidé qu'ils ne vendraient plus de van BrightDrop. Vous demandez peut-être pourquoi, surtout si vous vivez au Québec, on en voit beaucoup là, sur la route, le Nationex, d'autres compagnies de livraison. Il y en a quand même pas mal. C'est un gros véhicule basé sur la plateforme historiquement appelée Ultium, là, celle du Silverado EV et du Hummer EV. Très gros véhicule, faible capacité de port parce qu'il est super lourd, puis ils veulent rester là, dans certaines catégories là, de poids de véhicule sans que ça devienne un véhicule lourd. Donc, GM a décidé de mettre ça aux poubelles. Ils vont continuer de vendre les Chevrolet Express GMC Savannah en version thermique, mais ils se targuent d'avoir quand même une offre très, très, très complète, un très gros portfolio, très diversifié de véhicules électriques. Mais là, il manque un van de livraison électrique dans leur portfolio. Et les rumeurs, ce que Alexandre et moi on croit et de ce qu'on a entendu dans l'industrie, c'est qu'en fait, il va y avoir une synergie potentiellement. Hein, c'est pas confirmé, il n'y a aucune publication officielle en ce sens-là, mais ce qu'on présume qui va arriver, si on spécule, c'est que GM va faire un partenariat avec Kia qui veut importer le Kia PV5 au Canada. Donc, petite vanne de livraison beaucoup plus petit qu'un BrightDrop, plus niveau là, NV200, peut-être un petit peu plus gros que ça, là, si vous voulez vous donner une idée, le Transit Connect Chevrolet Express City. Donc, un véhicule électrique beaucoup plus petit. Kia l'a fait homologuer juste pour le marché canadien parce qu'avec le contexte d'importation et les tarifs, chicken tax, ça ferait aucun sens de faire homologuer ce véhicule-là pour les États-Unis. Ceci étant dit, c'est très coûteux de le faire homologuer pour pour le marché canadien, qui n'a pas nécessairement beaucoup de place ou de volume dans le marché des véhicules de flotte, spécialement pas pour ces clients-là de livraison. Donc, on peut présumer qu'ils vont faire un partenariat avec l'un des manufacturiers américains historiques, probablement GM, parce qu'ils ont aussi mis fin à leur vente de livraison électrique pour vendre sous la marque GM aussi. Donc, en plus du Kia PV5, un modèle peut-être Chevrolet, par exemple, qui serait juste un rebadge de ce modèle-là. Donc, GM là, cherche, je crois aussi, un produit à fabriquer dans son usine où il fabriquait les vannes BrightDrop. Ce n'est pas nécessairement des véhicules à si haut volume que ça, mais il semble que c'est leur intention là, de trouver un produit pour cette usine-là. Ils ont aussi une usine à Oshawa qui produit des Silverado, pas EV, des Silverado thermiques, 1500 ainsi que des versions HD. Donc là, l'affaire, c'est que chez Chevrolet, dans les pick-up GM, si vous voulez une version faite au Canada, là, dans les autres modèles, par exemple, vous achetez un RAV4 hybride, c'est sûr qu'il est fait au Canada. Il n'y a aucun doute. Il pourrait y avoir des exceptions, là, mais c'est extrêmement peu probable. Mais là, chez GM, c'est vraiment plus difficile. Donc, Alexandre avait fait des recherches et avait dit ce sont des Chevrolet Silverado, cabine d'équipe, boîte de 5,5 pieds, équipée du moteur 5,3 litres qui sont fabriqués au Canada. Mais même là, si vous achetez cette variante-là, et puis c'est pas un niveau d'équipement spécifique, c'est comme ces variantes-là, vous n'avez aucune garantie qui va être faite au Canada. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment vous assurer que le véhicule que vous achetez, lui, il a été fabriqué au Canada. Si le numéro de série commence par 2, ça veut dire qu'il est fait ici. Il fabrique aussi des variantes HD, là, entre autres le Silverado ZR2 HD, semble-t-il, est fabriqué au Canada. Mais c'est vraiment dur de trouver des détails là, sur ces choses-là ou des chiffres très spécifiques. Ce que l'on sait, c'est que, par exemple, la production a été réduite. Donc, historiquement, c'est une usine qui fonctionnait avec 3 chiffres, donc 3 horaires de travail qui produisaient 144 000 véhicules par année. Ce qu'on comprend, c'est qu'ils ont passé en fait à 2 chiffres, là, donc 2 horaires pour la production versus 3, ce qui a causé la mise à pied temporaire qui se prolonge là, de 700 travailleurs, puis ça va faire passer la production de 144 000 à un peu moins de 100 000, 48 000 véhicules de moins. Donc, on retire le tiers de la production et environ le tiers du staff. Donc, il y a quand même un impact parce que c'est des véhicules qui étaient principalement destinés au marché américain. Et puis là, il y a des taxes, donc on favorise la production américaine dans ces cas-là. Ceci étant dit, je pense que, contrairement aux autres manufacturiers qui le mettent quand même un peu de l'avant, puis
façon, c'est relativement clair et connu, puis c'est pas aussi complexe que ça naviguer dans leur gamme pour trouver un modèle fait au Canada. Je pense qu'il y a une opportunité manquée chez GM, dans le sens que, oui, ils vendent des camionnettes au Canada. Leurs véhicules sont pas si présents que ça, ben, quand même, là, mais pas tant que ça, pas surreprésentés dans les flottes gouvernementales non plus. Je pense que ça aurait été bien pour GM d'identifier une version plutôt que. Je comprends là, que c'est une combinaison là, très spécifique là, de groupe motopropulseur, caisse, cabine, mais qui couvre aussi plusieurs niveaux d'équipement, là, que ce soit des versions LT, Work Truck, peu importe. Là. Je pense que ça aurait été pertinent pour eux de créer une version ou deux canadienne. Là, on pourrait l'appeler la version True North du Silverado. Là, vous achetez un Silverado True North et vous savez que c'est un modèle canadien. Quitte à faire aussi une version Work Truck clairement identifiée comme canadienne, qui serait peut-être destinée, par exemple, aux services de police, aux villes, au col bleu, à ce genre de choses-là, puis essayer de la pousser vraiment beaucoup. Mais s'il y a des efforts qui ont été faits pour pousser les véhicules justement pour les achats de flotte, parce que c'est la seule camionnette fabriquée actuellement au Canada, ben, je ne suis pas au courant, c'est pas visible, mais je pense qu'au niveau là, surtout des versions, il y a comme une opportunité manquée. Je pense pas que ça aurait été si complexe que ça, ou ça aurait coûté si cher que ça. Un petit peu de badge engineering, là, broder une petite feuille d'érable dans le banc, je pense que ça l'aurait fait. Mais bref, peut-être une opportunité manquée à ce niveau-là, mais c'est toujours bien. Une centaine de milliers de véhicules par année qui sont produits au Canada, chez GM en ce moment. Ford, ensuite. On va parler de deux modèles. Bon, ou en fait, deux lieux, mais une seule usine de Ford, là, je vais essayer d'expliquer ça. Il y a une usine à Oakville, en Ontario. Donc, je crois que cette usine-là était destinée à peut-être faire des véhicules électriques. Et puis là, finalement, réajustement là, du portfolio chez Ford. Et maintenant, ce qu'on prévoit faire à cette usine-là, c'est des Ford Super Duty. Donc, des versions 250 et plus du, pas, j'allais dire du F-150, mais bref, de la série F, des versions HD qui vont être produites au Canada parce que Ford, je présume, estime qu'il y a plus d'argent à faire avec ça qu'avec des véhicules électriques. Ils ont cancellé après tout le F-150. Ça fait quand même un certain temps qu'ils ont annoncé ça et l'usine, semble-t-il, là, est en train d'être rééquipée pour produire ces véhicules-là, puis c'est en branle. Puis ils vont lancer la production en 2026. Donc, quand même un investissement. C'est des véhicules qui sont destinés au marché canadien et au marché américain. Je présume qu'ils ont quand même beaucoup de demandes pour ces véhicules-là. C'est des véhicules aussi sur lesquels on fait des bonnes marges de profit chez Ford. Donc, probablement qu'ils peuvent là, esquiver un peu les tarifs ou peut-être qu'ils estiment que le contexte là, va changer au niveau commercial. Qui sait? Mais ils investissent, ils ont l'intention de produire ces véhicules-là, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, vous ne pouvez pas acheter une camionnette Ford aujourd'hui fabriquée au Canada. C'est une camionnette faite au Canada. Il faut aller chez GM et il y a des versions 1500 et des versions HD. Je vais finir cette série-là sur un modèle très particulier que je n'avais pas mentionné. J'avais complètement omis ça, en fait, dans le premier épisode. Puis là, j'ai repensé à ça. J'avais vu un peu plus d'infos. Ford a fabriqué dans les dernières années, ou a fait fabriquer et fait faire l'assemblage final dans les dernières années, de deux modèles de haute performance au Canada, mais ils ne sont pas faits par Ford, ils sont faits chez Multimatic. Je ne connais pas Multimatic. Je connais très peu d'informations sur cette entreprise-là. Mais ce sont eux qui ont été responsables de l'assemblage des Ford GT de la dernière génération. Là, on parle de véhicules extrêmement exclusifs, haute performance. On n'en vendait qu'à des personnes triées sur le volet. On essaie d'adopter un peu la méthode Ferrari ultra exclusive. Il y avait des conséquences si les gens revendaient leur voiture, s'ils flippaient leur voiture. John Cena a été pris dans la controverse d'avoir vendu sa Ford GT, je pense, la semaine qu'il l'a eu. Bref, Ford GT est assemblé au Canada. Je ne sais pas s'ils en produisent encore ou c'est fini. Là. Si ce n'est pas le cas, ça doit être sur la fin. Mais la nouvelle Mustang GTD, ça c'est une Mustang à 300 000 US qui était destinée à battre des records sur les circuits comme le Nürburgring. Mais elle est assemblée au Canada. Là, contrairement à la Ford GT qui était comme un modèle vraiment exclusif, la GTD c'est une voiture qui est quand même basée sur la Mustang. Donc, on fabrique une Mustang partielle au Michigan, de ce que je comprends.
La coquille est amenée chez Multimatic au Canada, en Ontario. Et puis là, on finalise cette voiture-là de haute performance. Je vous disais, c'est une Mustang à 300 000 US. Là, je ne sais pas c'est quoi le prix canadien, probablement aux environs de 400 000 On s'approche du prix d'une Lamborghini. Effectivement, c'est un véhicule extrêmement haute performance avec un V8 suralimenté dans les 800 chevaux. On a déplacé en fait la transmission à l'arrière. Donc, c'est une transmission qu'on appelle là, transaxle, là, donc un peu à la mode là, de ce que Ferrari faisait avec ses modèles, avec un moteur avant, une transmission à l'arrière, chez Maserati aussi. Bref, ça permet d'avoir une meilleure distribution de la masse, une suspension avec des push rods, là, donc avec des ressorts là, qui sont très visibles. Personnellement, c'est le genre de véhicule dont je me fous complètement parce que, oui, c'est excitant l'ingénierie derrière ça. Il n'y a aucune chance que j'en achète une. La plupart des gens qui vont en acheter une vont probablement pas faire de piste avec. Et si ce que vous vouliez, c'était avoir une voiture extrêmement rapide sur un circuit, ben, tant qu'à y être, achetez-vous une voiture de course. Vous pouvez aller vous acheter une Porsche 718 Club Sport et avoir une vraie voiture de course réellement homologuée pour les circuits avec laquelle vous pouvez faire de la course de manière fiable. Pourquoi payer 300 000 US pour une voiture de rue là, qui a tous ces artifices-là? Bref. Donc, ça aussi, c'était fabriqué au Canada. Là, le podcast s'étire encore un peu, mais c'est pas grave, on va faire un format long, c'est pas grave. Un autre truc qui était ressorti dans les commentaires de l'épisode sur l'importation, ou plutôt l'ouverture du marché canadien aux véhicules chinois, c'était que dans le contexte des co-entreprises, est-ce que ce qu'on va voir arriver sur le marché canadien, c'est en fait des dark factories? Qu'est-ce que c'est une dark factory, une usine sans lumière? Ben, c'est ce concept-là d'usine entièrement automatisée, tellement automatisée qu'on n'a pas besoin d'employés sur les lignes de production. Et donc, s'il n'y a pas d'employés, pas besoin de lumière. C'est un peu pousser le concept à l'extrême. Il y a peut-être aussi des dark factories qui en fait fonctionnellement auraient des lumières, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne checker quelque chose, mais c'est de dire qu'il est tellement optimisé, tellement pas besoin de gens qu'on peut fermer les lumières et sauver encore plus de coûts. Donc l'hypothèse de certains, c'est comme on va ouvrir le marché canadien à créer des co-entreprises, donc des entreprises canadiennes qui s'associent à des entreprises chinoises pour la fabrication de composantes ou de véhicules au Canada, est-ce que ce qu'on va se retrouver finalement, c'est des usines ultra modernes, ultra automatisées dans lesquelles il n'y a pas d'employés? Deux volets à ma réponse. Premièrement, on va parler des automobiles. Pour ce qui est de l'assemblage de véhicules, bon, je pense pas qu'on va voir demain matin une co-entreprise entre une entreprise canadienne et chinoise pour assembler des véhicules au Canada. Ça serait bien que ça arrive, parce qu'on voudrait favoriser l'industrie canadienne. Et si ça arrivait, moi je ne m'attends pas à ce qu'on ait des usines d'assemblage final de véhicules 100% automatisés, sans lumière de sitôt, parce qu'il y a tellement de complexité. Il y a l'aspect aussi là, du contrôle de la qualité qui, si on visite une usine Lexus, c'est fait en continu par tout le monde, au travers de toute l'usine. Et donc, on ne peut pas vraiment avoir de dark factories. Les gens, il faut qu'il y ait des gens, puis il faut qu'ils voient ce qui se passe. Même si les nouvelles lignes de production, effectivement, automobiles, sont très automatisées. Puis quand on refait une ligne de production dans une usine existante, souvent on n'a pas la capacité d'aller vraiment automatiser autant qu'on le pourrait, parce qu'il faut le faire dans le même espace, sur le même footprint qui était déjà existant. Mais dans les nouvelles usines, oui, il y a plus d'automatisation. Je ne pense pas qu'on va se rendre avec des dark factories pour l'assemblage final. Ceci étant dit, est-ce que ça serait possible de voir des co-entreprises canadiennes et chinoises de fabrication de composantes? Je ne sais pas moi, une usine qui fabriquerait par exemple des moulures de portes étanches, qui dirait, nous, on va tellement être moderne à la fine pointe de la technologie que ça va être une usine sans lumière, il n'y aura pas d'employés de production, on va ouvrir la lumière quand il y a quelque chose qui pète. Ça, c'est possible. Écoutez, c'est vraiment au cas par cas. Si on se rend jusque-là, dans des cas, je pense qu'à court, moyen terme, serait plutôt exceptionnel. Court terme, j'y crois pas. Moyen terme, ça serait quand même assez exceptionnel. Il faut comprendre que si on construit une usine pour produire des choses, il faut construire l'usine. Il y a des gens qui vont travailler. Il faut créer une ligne de production entièrement automatisée. Il faut la concevoir, la fabriquer, l'assembler, la mettre en service. Tout ça, ça fait travailler des gens.
Puis après ça, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent à l'expédition, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent en comptabilité, en finance, en ressources humaines, en administration. Fait au final, il y a quand même des emplois. Puis surtout, il faut des gens qui maintiennent, qui programment ces lignes-là, qui les mettent à jour, qui lancent différents types de production, ce genre de choses-là. Fait il y a quand même des emplois, mais c'est vrai que dans la création de nouvelles usines, c'est vrai aussi en dehors de l'industrie automobile, ce qu'on voit, c'est de plus en plus des lignes automatisées où les employés de production typiques sur la ligne, on en voit de moins en moins. Fait que, bref, on essaye d'être un peu lucide là-dessus. Puis là, je tire encore pour finir. Il faut se rappeler que c'est juste 49 000 véhicules par année qui vont être importés au Canada. Ce qui, d'ailleurs, dans le communiqué du gouvernement, finalement, on admet que ça correspond au niveau d'importation qui existait en 2023-2024, principalement là, des véhicules Tesla et Geely, donc Volvo, Polestar, qui est importé. Donc, c'est le même niveau, ça représente à peu près 3% du marché canadien. C'est pas un coup d'épée dans l'eau, c'est pas insignifiant, c'est quand même 3%, un trentième du marché, mais on ne sera pas inondé là, de véhicules chinois demain matin. En fait, cette entente-là, puis là, j'ai écouté un épisode d'1 heure de Chaque jour sur Terre avec Benjamin Tremblay, un gars à Québec qui a une chaîne YouTube avec plus de 400 000 abonnés, là, qui fait du contenu excessivement intéressant. Je vous invite à aller le voir, mais tu sais, c'est un peu de la bullshit, là, dans le sens que, en fait, cette entente-là n'est pas au sujet des véhicules électriques, c'est plus un réalignement géopolitique du Canada qui décide de, disons, réouvrir son marché à la Chine, puis de réouvrir ses relations diplomatiques et commerciales avec la Chine. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus large que seulement là, le marché automobile, puis du 49 000 véhicules électriques par année. C'est vraiment un changement de dynamique puis de discours. C'est revenir en arrière sur les 10 ans de tensions commerciales et politiques qu'on a eu avec la Chine. Mais moi, je ne m'aventure pas sur ce sujet-là. Je vais juste un peu vous résumer la situation telle que je la comprends. Fait que c'était Gabriel pour Plus de Millage. Merci d'avoir été là. Merci d'être à l'écoute. Vous avez été en grand nombre là, à écouter nos épisodes. Beaucoup vous êtes abonnés dans les derniers temps. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'une vidéo est disponible. Puis, si vous voulez voir des vidéos comme celle-ci en primeur avant les autres, vous pouvez même cliquer sur Se joindre. Vous payez un tout petit montant par mois et vous faites partie là, de la centaine de personnes qui ont accès en primeur au contenu de Plus de Millage. Si vous pouvez vous le permettre, je vous invite de le faire. C'était Gabriel, on se dit à la prochaine.